à cet épisode de CPA en direct. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom est Geneviève Motard, je suis la présidente chef de la direction de l'Ordre des CPA. Vous savez, CPA en direct, on essaie de vous présenter les stars de la profession, des gens qui ont des parcours atypiques, qui font des choses extraordinaires. Alors, on a déjà eu Pierre-Yves McSween, le ministre B. Aujourd'hui, on se voit Brigitte Alpin. Alors, une femme extraordinaire que j'espère que vous aurez le plaisir, comme moi, de découvrir. Je débute cette rencontre en vous disant que des événements comme aujourd'hui, c'est impossible à faire sans nos partenaires qui sont toujours là, journée, soirée, dans nos événements, qui nous supportent comme pour l'événement d'aujourd'hui. Donc, merci, la personnel Vigilis, Desjardins et Décimal. Vous êtes toujours au poste et on l'apprécie beaucoup. Vous avez une boîte de questions. Donc, on commence à être habitué là, avec les outils technologiques. Donc, vous avez une boîte de questions. Si pendant l'entrevue, Brigitte vous inspire à poser une question, posez votre question, puis on va découvrir à la fin vos questions et prendre le temps d'y répondre. On aura aussi, un petit coup de tambour, l'occasion de faire tirer un livre que Brigitte a écrit dernièrement. Alors, et à la fin, là, on va piger un nom. Je pense qu'on a déjà pigé le nom. Là, on va me le souffler tantôt. Donc, Brigitte aura le plaisir d'authentifier un livre et de vous l'envoyer par la suite. Alors, Brigitte, la star de la profession qui a fait de sa cause la justice sociale. On a toutes sortes de questions. On a 4-5 volets de questions, mais on va commencer la fiscalité. Brigitte, c'est souvent, je vais dire peut-être la portion de notre profession qui est la moins populaire, de prendre à l'école. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à t'en aller fiscaliste? Oui, c'est vrai que lorsque j'enseigne la fiscalité à mes étudiants, je dis qui aime la fiscalité? Pour au début des classes, c'est pas, ils sont pas unanimes. Tout le monde qui lève la main, hein? C'est ça. Yeah, la fiscalité, hein? Oui, c'est ça. Donc, ben moi, dans le fond, lorsque j'ai commencé à étudier, moi, j'ai fait mon bac à l'UQAM en 1986-1988. Puis j'avais fait un stage en vérification dans un bureau de CPA entre ma deuxième année puis ma troisième année d'université. Puis ça me parlait pas trop, la vérification. Okay. Donc, j'étais pas... je pense que j'étais pas... Ça te faisait pas triper? Non, ça me faisait pas triper, mais la fiscalité me faisait triper. Ça, quelqu'un prenait des notes, là, il y a quelqu'un qui tripe sa fiscalité dans le monde. OK, c'est oui, déjà au bac, peut-être c'est grâce à mes professeurs de l'époque, Yves Chartrand, qui m'a enseigné la fiscalité. Okay. Donc, peut-être grâce à mes professeurs de l'époque, j'ai vraiment comme... Je trouvais qu'il y avait comme une raison d'être que je comprenais à la fiscalité, que ce soit au niveau social, économique. Fait que je me suis dit, bon, bien, je vais, pour le fun, faire application à la maîtrise en fiscalité. Et à l'époque, il y avait juste une maîtrise en fiscalité, puis on acceptait 30. Donc, puis quand j'ai été acceptée, j'ai dit pourquoi pas. Donc, c'est comme ça, tout doucement, que je me suis laissée emporter dans l'univers de la fiscalité. Et je pense que ça me parlait vraiment beaucoup. Je comprenais le pouvoir. Oui, c'est comme l'universalité de la fiscalité, ou, tu sais, on dit dans la vie... la mort et la fiscalité. Oui, c'est ça. C'est ça, c'était un peu l'universalité. Tout ça, j'imagine, qui t'a attiré? Oui, puis aussi le fait que, mettons qu'on pense une règle fiscale, quand je parle de pouvoir, c'est dans ce sens-là. Ah oui, d'accord. Mettons qu'on pense, comme par exemple, je fais un mandat en ce moment pour j'aide certaines parties du Québec à mieux se comprendre, en tout cas, face à la fiscalité. Admettons qu'on fait une fiscalité qui est efficace, qui répond vraiment aux besoins de la population, bien, on aide vraiment beaucoup ces gens-là. C'est un outil. Toi, tu vois ça comme un outil. Je dis tout le temps, by the way, je dis tout le temps que Brigitte, elle va changer le monde, là, puis c'est vraiment le cas. Là, tu changes le monde, puis on va en parler de tout ce que tu as fait. Mais c'est vraiment, donc, la fiscalité comme un outil pour changer le monde, faire un impact dans la vie des gens. Oui. Bien, pour changer le monde, ça prend plein de monde, mais c'est sûr que ça prend aussi l'outil de la fiscalité. Moi, je pense que l'outil de la fiscalité, il est vraiment puissant parce que ça vient jouer dans notre portefeuille, puis on sait qu'on répond aux incitatifs économiques, surtout de nos jours. Donc, c'est vraiment ce volet-là. Puis je trouve ça le fun que nous, les CPA,
ça fait partie de nos champs d'expertise. Ça fait partie de notre ADN, oui, effectivement. Mais tu n'as fait rien de moins que d'aller faire une maîtrise à Harvard. C'est pas donné à tout le monde de faire ça. Parle-nous-en un petit peu que Harvard, je t'ai dit beaucoup à Harvard, pourquoi pas, là, si on a la chance d'y aller, mais ça doit être une expérience incroyable. Incroyable, mais je dirais que quand je suis allée faire ma maîtrise en fiscalité en 1989 à Sherbrooke, le wow que j'ai eu, il n'était pas... quand je suis allée à Harvard, il était pas... J'ai eu un autre wow, mais c'était juste un wow différent. J'ai été autant émerveillée les deux. Je penserais bien que oui, de mémoire. Puis pourquoi Harvard? C'est simplement parce qu'à un certain moment donné, j'intervenais beaucoup sur la place publique au niveau de la politique fiscale et je me suis aperçue qu'il me manquait un volet économique. Et je me suis dit, OK, il faut vraiment que j'aille compléter mon expertise avec un volet économique. Fait qu'encore une fois, j'ai fait application pour le fun. Puis quand j'ai été acceptée, je me suis dit, OK, il faut que j'y aille, tu sais. Oui, quand même. Donc, oui, c'est ça. Non, je refuse. Tu refuses pas. Bien, on va en parler de la politique fiscale parce que de fil en aiguille, je pense que les gens se sont tournés vers toi pour que tu les conseilles. Là, les gouvernements ont dit comment, à notre discussion tantôt, comment on fait de la fiscalité un outil. C'est quoi qui a été l'élément déclencheur où les gens ont commencé à se retourner vers toi pour faire ça? Parce que j'imagine qu'au début, c'est quand tu commences puis tu veux faire des recommandations au gouvernement pour la politique fiscale. Je sais, moi, j'ai déjà vécu ça. Au début, on te regarde, on dit « T'es toi, là? » C'est ça. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, soudainement, que tu t'es dit « Ça, c'est peut-être une bonne chose à faire », puis les gens, le gouvernement, notamment, s'est retourné vers toi? Bien, je pense que, bon, évidemment, quand j'ai gradué comme fiscaliste, j'étais jeune. J'étais la plus jeune de ma profession, 22 ans. Je m'en allais sur mes 23 ans. Fait que j'étais plusieurs années à faire de la fiscalité pour les PME. Fait que déjà, j'ai vraiment compris les enjeux de la fiscalité à 2 vitesses, une fiscalité pour les PME, une fiscalité pour les multinationales. La réalité de terrain. Là, oui, c'est ça. Puis moi, je suis la fille d'un propriétaire de PME aussi. Fait que c'est quelque chose qui me parlait vraiment beaucoup. Et quand j'ai publié mon premier livre, « C'est riche qui ne paie pas d'impôts », qui était motivé par ça, à dire, bien, je veux dire aux gens c'est quoi la réalité dans les coulisses de la fiscalité. Donc, quand j'ai publié ce livre-là, à ma grande surprise, moi, je pensais que les gens ils diraient tu sais, on l'aime plus, elle, là. Tu t'attendais à une réaction un peu négative de certains entrepreneurs, ou parce que, dans le fond, je divulguais que ça existe, des riches qui ne paient pas d'impôts. C'était la première fois qu'on écrivait un livre comme ça au Canada, en tout cas, où est-ce qu'on divulguait ça en tant que tel, avec des faits et tout. Et donc, c'est ça, à ma grande surprise, on dirait que j'ai gagné du respect. Parce que... Tu as touché une corde sensible, peut-être. Puis je l'ai dit, j'ai dit des vérités, mais basées sur les faits, de manière professionnelle. Donc, je pense que de divulguer ces choses-là, mais vraiment d'une façon professionnelle, CPA, je pense que c'était apprécié par... mettons, beaucoup, par une classe politique qui appréciait que ces choses-là se disent sur la place publique. Se disent sur la place publique sans être sensationnaliste, puis essayer de... Bon. Et de ça est sorti Tax Coop. Donc, je dois vous dire, messieurs, dames, j'ai eu l'immense privilège d'être invitée aux Nations unies à Genève avec Brigitte. C'était un moment jalon dans ma carrière, puis je t'en dois beaucoup pour ça. Mais bon, ça a été extraordinaire, cette opportunité-là de Tax Coop, d'avoir un micro quand même aux Nations unies. Fait que parle-nous-en un petit peu. J'imagine que c'est un des beaux jalons de ta carrière. Oui. Mais toute l'aventure Tax Coop, c'était exceptionnel. Que j'ai débuté d'ailleurs avec CPA Québec, cette aventure-là. Bien sûr. Que j'ai cofondée avec Louise Otis, Lynn Natulip, mais vraiment que CPA Québec, dès le départ, on dit, c'est quelque chose qui est audacieux, mais on y croit. Donc, l'idée, c'était de dire, bien, la réforme fiscale internationale, à l'époque,
ne parlait pas de concurrence fiscale internationale. On parlait plein de choses, mais on ne parlait pas de ça dans la réforme fiscale internationale proposée par l'OCDE. Et moi, je trouvais que c'était l'essence même du problème, et mes collègues aussi, évidemment. Et Tax Coop, c'était un rendez-vous international pour amener ce sujet-là, qui maintenant fait partie de la réforme fiscale internationale. Donc, c'était pour amener... Fait en silo avant, un peu, ou c'était... Non, c'est que c'était pas couvert. On n'adressait pas ça du tout dans toutes les choses tous les documents d'OCDE, le BEPS... 1.0, comme on dit, on ne parlait pas de ça du tout. Et donc, l'idée, comme tu te souviens peut-être, c'était de dire, bien, Tax Coop 2015 va être à Montréal, 2016 va être à la Banque mondiale, 2017 aux Nations unies, 2018 à l'OCDE. Mais quand, ça paraît facile à dire, non, mais quand, au tout début, quand on propose ça, tu sais, pourquoi qu'une petite fille du Québec réussirait à convaincre toutes ces personnes-là, ces organisations-là. Et on y est arrivé. Oui, absolument. Et tu es venu justement aux Nations unies, où est-ce que tu as parlé d'éthique. Je me rappelle très bien. D'une façon vraiment exceptionnelle. Hein? Moi, ça m'a influencé, ton speech sur... ton discours sur l'éthique. C'est elle qui change le monde, c'est pas moi. Non, ensemble, on essaie de faire de grandes choses. Mais je trouve ça le fun parce que moi, on me dit que dans ton enfance, c'était pas ça, la fiscalité qui t'attendait. Puis il y avait des rumeurs que tu voulais être chanteuse ou quelqu'un dans ta famille voulait que tu sois chanteuse. Fait que j'ai toujours trouvé ça comique de dire de chanteuse à fiscaliste. T'sais. Fait que comment ce parcours-là s'est fait? Bien, c'est vrai. Hein? Jusqu'au cégep, je suis allée à Marguerite Bourgeois qui offrait une concentration en musique. En musique. Donc, jusqu'au cégep, j'ai rêvé d'être chanteuse. Mais c'est ça. Mais il y avait Céline Dion qui était... Mon père était cousin avec René Angélil. Donc, Céline Dion... T'avais même ton agent très ready to go. Puis... Mais sauf qu'il peut juste en avoir une, Céline Dion, tu sais. Donc, réalistement, j'ai comme découvert que ça serait pas mon dada. Serait pas ton dada. Ouais. Et il fallait être réaliste. Donc, et mon père, lui, comme je disais, il avait sa PME, puis il avait son comptable. Et son comptable, M. Roberge, on avait plein d'admiration pour M. Roberge. Quand il arrivait à la shop, là, mon père disait, le comptable, tu te mets tout beau, là, tu sais, puis le comptable, il vient un matin. Fait que moi, je me suis dit, ben écoute, tu sais, peut-être, j'étais bonne, tu sais, au niveau de la business, j'aimais ça. Puis je me suis dit, peut-être que je pourrais devenir comptable. Et je m'en rappelle encore, Geneviève, quand je suis rentrée dans le shop, puis j'ai dit à mon père, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que je vais devenir comptable. Puis là, mon père, il dit, tu veux plus devenir chanteuse? Ah ben là! T'es comptable, ma chanteuse, tu sais. Fait que, mais t'as trouvé moi, je pense que t'as trouvé ta niche, puis ce qui a fait ta notoriété, c'est tout le sujet de la justice fiscale. Ouais. Fait que t'as écrit « C'est riche qui ne paie pas d'impôts », puis après, t'as récidivé un autre livre, là, « La crise fiscale ». Ça a été traduit en anglais, ça a gagné des prix. Moi, j'ai le goût de dire qu'on va faire un film avec ce livre-là un jour. Il me semble que ça serait... Mais la crise fiscale qui vient, il y en a eu un film. Geneviève, le prix à payer pour lequel j'ai gagné un prix Gémeaux. Ah, ouais, donc, mais tu sais... Fait que c'est ça, mais c'est une star, juste pas chanteuse. C'est une star des prix Gémeaux. Bien, pas star, mais en tout cas, je fais mon possible. Mais ce qui est le fun que j'aimerais dire, c'est que, tu sais, dans le fond, moi, avec... si j'avais quelque chose à dire au CPA qui nous écoute, c'est ta tribune. C'est que, tu sais, de plus en plus, la profession m'a donné confiance en moi dans le sens que, étant donné que ils peuvent pas me l'enlever, le titre de CPA. Quoi qu'il arrive, mettons que j'écrive... Si tu te mets à faire des choses avec la syndic, c'est une autre histoire, mais jamais ça sera ton... Mais tu sais, ça va toujours être là. Puis là, en plus, tu sais, j'ai été fellow. Tu sais, ça va toujours être là, tu sais, puis même si, admettons, j'écris un livre qui ne fonctionne pas, c'est quoi le pire qui va arriver? Je vais tout le temps avoir ma sécurité d'être une CPA. Ouais. Puis j'ai tout le temps ça qui est attaché qui est là. Ouais. Et quoi que je fasse, des livres, des films, des ci, des ça, j'ai cette sécurité-là qui me donne une confiance inouïe. Puis vous, à la profession, vous avez toujours été, je vais dire, admiratif un peu, tu sais, ou, en tout cas, vous m'avez tout le temps supporté dans mes projets différents. Mes collègues à l'université, la même chose. Donc,
je trouve que de choisir cette profession-là, si c'était à recommencer, je le referais parce que ça m'a permis d'explorer des projets différents. Puis finalement, je n'ai pas été chanteuse, mais je pense que je suis une CPA artiste. Bien, moi, je t'entends parler. J'espère. Gagner un prix Gémeaux, écrire des livres, faire un film. Tu sais, ça va chercher ton côté créatif. Oui. Que je trouve. Puis souvent, quand on parle de créativité puis comptabilité, les gens nous regardent vraiment, tu sais. Puis moi, je pense que oui. Tu sais, moi, ce que j'ai toujours admiré, c'est toi, c'est tu fonces. Tu sais. Tu fonces, tu t'embardes pas trop, excusez, c'est du québécois que je vous sers, mais tu sais, tu t'inquiètes pas trop des conséquences. Tu sais, je veux dire, faire à Harvard, les Nations unies, puis... My God, t'as réussi, là. Tu sais, les portes se sont ouvertes devant toi. Moi, je trouve ça extraordinaire. T'es fonceuse, sans trop te préoccuper de « c'est-tu politiquement correct? Je vais-tu me mettre dans le pétrin? » Tu sais, t'as toujours cette énergie positive de dire « bon, comme tu dis, on vivra avec les conséquences, puis c'est quoi le pire qui peut arriver? » Puis réellement, c'est pas parce que je te parle à toi, Madame la Présidente, que je dis ça, mais réellement, je suis pas sûre si j'avais pas été CPA, si j'avais pas... je pense que cette sécurité-là que me donne cette profession-là... Puis la crise... Oui, je pense que ça me donne confiance de faire les choses différemment. Puis des fois, quand mes étudiants viennent, mettons, à l'université, puis disent « on ne sait pas trop si on veut devenir CPA », des fois, je leur dis, parce qu'ils me disent « ah, ben parce que j'ai un petit côté artiste, je ne suis pas vraiment, tu sais, by the book. » Puis je dis « mais c'est la place! » Parce que, tu sais, je peux te témoigner, si tu es un petit côté, si tu es créateur, si tu es artiste, la profession va ouvrir les bras parce qu'on en veut de ça. C'est incroyable. Moi, je trouve ça... Moi, j'ai 2 filles. Une qui va probablement aller en génie, puis l'autre, j'essaie de dire... Elle aussi, elle est très créative, puis j'aime ton point, fait que je vais prendre des notes, puis j'en parlerai à Evelyne. Evelyne, CPA pour toi. Il faut qu'Evelyne devienne CPA. Où est-ce que tu en es rendu aujourd'hui avec tout ce qui est justice sociale? Là? Quel projet tu as par rapport à ça? Puis après, on va parler un peu du fait que tu es professeur, mais tu sais... Ta cause, là, c'est quoi les projets sur lesquels tu travailles aujourd'hui puis qui parlent de justice sociale? OK. Donc, moi, j'ai écrit « C'est riche qui ne paie pas d'impôts ». Ça fait 20 ans, au mois de février, 20 ans? déjà. Et Tax Coop, les livres qui ont suivi. Donc, je te dirais que jusqu'à temps que l'OCDE fasse la réforme fiscale 2.0, c'est-à-dire la réforme où est-ce qu'il adresse heureusement la concurrence fiscale internationale maintenant. Donc, jusqu'en 2020, moi, j'étais à cheval sur l'impôt des sociétés à dire il faut que les multinationales paient leur juste part d'impôt, il faut stopper les paradis fiscaux. Bien, pas stopper les paradis fiscaux, mais stopper les planifications fiscales qui utilisent abusivement des paradis fiscaux. Et donc, j'étais beaucoup axée sur l'impôt des sociétés. Donc là, je trouve que il doit y avoir 1 million de personnes sur la planète qui parlent de ça maintenant, de nos jours, puis qui travaillent là-dessus. Un sujet commun. Là, oui, c'est ça. Mais maintenant, donc ça, pour moi, ça va... Là, maintenant, c'est la fiscalité, la juste part d'impôt je vais dire, des méga riches, des grandes richesses personnelles, des œuvres de charité qui ne sont pas nécessairement charitables. Moi, c'est beaucoup là-dessus que je me concentre. La réforme fiscale internationale n'adresse pas du tout ça maintenant. Au G20, au Brésil, c'était adressé depuis les 2 derniers mois. On veut vraiment mettre ça à l'agenda, la juste part d'impôt au niveau des milliardaires. Fait que moi, c'est vraiment là-dessus que je me penche. Je travaille beaucoup là-dessus, j'écris là-dessus, mon roman était... On en parlait tantôt, on va en parler. C'était vraiment mon idée de mon ambition d'amener ce sujet-là. Donc, je trouve que c'est vraiment important de s'assurer que maintenant que le volet corporatif est beaucoup adressé au niveau international, que d'amener de plus en plus le volet personnel au niveau des grandes... Tu sais, des trop riches, là. Les Elon Musk de ce monde et compagnie. Mais moi, je trouve que, tu sais, tout le progrès qui a été fait sur la fiscalité internationale, c'est devenu, je ne vais pas dire monnaie courante, puis c'est pas tout réglé, là, mais avec le temps, puis je me demande si toute la sensibilité
aux normes ESG ont fait en sorte que c'est devenu quasiment une obligation morale là, d'adresser la question des paradis fiscaux parce qu'avant, comme tu dis, on n'en parlait pas. Puis maintenant, bien, je sais pas, là, quand on lit les journaux, la Caisse de dépôt a encore des choses dans les paradis fiscaux, essaie de s'en sortir. C'est devenu un peu, je ne vais pas dire banal, mais beaucoup plus commun d'en parler. Puis ça, je suis sûre qu'il y a beaucoup de crédit qui te revient d'avoir fait ça un enjeu si important. Bien, moi, puis toute la gang comme moi qui parle de ça depuis 20 ans, mais tu as tellement raison de lier ça avec la responsabilité corporative. Oui. Parce que quand j'étais à Harvard, j'ai pris le cours de responsabilité corporative, corporate responsibility au Harvard Business School avec Dutch Leonard, qui est un des grands penseurs de ces idées-là. Puis moi, je disais, non, moi, je veux pas que les multinationales fassent de la responsabilité corporative, je veux qu'ils payent leurs impôts. Puis lui, dans le temps, là, 20 ans, on va dire, lui, dans le temps, il disait, oui, mais ils ne paieront pas leurs impôts, donc on va les obliger à avoir une responsabilité sociale. Mais qui, à cette époque-là, tu sais, je me disais, ouais, il a peut-être raison, mais qui aurait pensé que 20 ans plus tard... Ça deviendrait quasiment un incontournable. C'est plus juste une responsabilité sociale. Non. La juste part d'impôts, il faut qu'elle soit au rendez-vous pour les multinationales. Comme j'ai dit, tu changes le monde. Maintenant, tu es professeur aussi. Dans ces temps libres, messieurs, dames, elle est aussi professeure. Tu parlais à tes étudiants tantôt. Qu'est-ce que tu veux leur transmettre? Qu'est-ce que tu aimes de ton rôle de professeur? Puis qu'est-ce que tu aimerais que tes étudiants... ton legs, c'est quoi? C'est une question moi, dans le fond, 1 million. Là, ça. Oui. Non, moi, ma réponse est très claire parce que moi, je n'ai pas été professeure toute ma vie. C'est un cadeau de deuxième carrière de devenir professeur. J'ai été consultante pendant 25 ans, puis j'ai vraiment choisi d'être professeure parce que donc, c'est ça. Et donc, je sais exactement. Moi, quand mes étudiants rentrent dans mon cours, comme je disais tantôt, je leur demande à main levée qui est en amour avec la fiscalité. Fait que là, il n'y en a pas beaucoup. Puis ceux qui lèvent la main, je me demande s'ils ne le font pas pour me faire plaisir, tu sais. On va l'enlever parce que... Elle va nous aimer en partant. Puis je dis, rendu à la fin du cours, je repose la question, qui est en amour avec la fiscalité? Bien, si j'en ai un de plus, si j'en ai 2 de plus, si j'en ai 5 de plus, pour moi, c'est ça mon cadeau. Julie Péloquin, dans mon équipe qui est ici, elle dit tout le temps « un à la fois, Geneviève, un à la fois, il faut répondre la bonne nouvelle, puis on va les avoir un à la fois ». Fait que c'est un à la fois. Oui, c'est vraiment de leur transmettre ça. Et aussi, on fait un projet à l'Université du Québec en Outaouais, on fait un projet qui est Question pour mon comptable. Oui, bon, c'était ma prochaine question. Parle-nous-en un peu là, de ce projet-là. C'est-tu fun, hein? Donc, avec le projet Question pour mon comptable, c'est que là, en ce moment, on le fait avec le Journal Les Affaires. Dans le fond, les étudiants écrivent eux-mêmes des chroniques fiscales qui apparaissent dans le Journal Les Affaires. Donc, avec ce projet-là, Question pour mon comptable, l'idée, c'est vraiment d'amener les étudiants en sciences comptables à s'exprimer sur la place publique, à avoir je vais dire, le courage ou... Parce que c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. Ça, moi, je me rappelle... quand j'ai commencé à l'Ordre, un des mandats que le Conseil m'avait donné, c'est de dire on veut que la profession, on se mette au devant, parce que c'est pas quelque chose... Les avocats font bien ça, d'autres, les médecins font bien ça, puis les comptables, on dirait que c'était comme pas dans notre ADN d'aller, tu sais... Fait que je suis contente que tu encourages tes étudiants, parce que moi, je trouve qu'on gagne... Tu sais, je dis tout le temps, c'est vrai, là, les comptables, on change le monde, on est partout, on est dans tous les secteurs d'économie, mais on a tendance à passer en dessous du radar. Fait que je trouve qu'il y a un projet comme ça qui donne le courage à tes étudiants de parler, c'est extraordinaire. Oui. Ils doivent aimer ça, eux autres. C'est des questions du public que vous prenez? Ou... Soit des questions du public ou des questions qu'on sait que le public aimerait. Oui, OK. Donc, puis à chaque semaine, on a des étudiants qui vont sur la place publique pour répondre à des questions pour mon comptable. Et dans ces étudiants-là, des années antérieures, il y en a qui sont allés faire leur maîtrise en fiscalité. Il y en a même un qui, lui, a parti ses propres chroniques fiscales. C'est bon. Donc, oui, c'est vraiment... moi, je trouve que, tu sais, comme professeur, il faut vraiment amener nos étudiants, oui, à comprendre la théorie, à comprendre la pratique, mais aussi à l'exprimer. Oui. Bien, moi, j'ai le goût de te parler un peu de relève, parce qu'on a des défis d'attractivité de notre profession. Bon, on a tout le monde, là, toutes les professions, on est affecté un peu par la courbe démographique, mais
l'attractivité nous frappe en plus de la baisse démographique. T'sais. Fait qu'on a de la difficulté à recruter dans nos universités pour s'assurer qu'on aura assez de CPA dans le marché là, pour servir la bonne gouverne des marchés financiers. Qu'est-ce que tu dis à une relève? Tu disais tantôt, est-ce que je vais devenir CPA? Comment? Aide-moi à les convaincre. Qu'est-ce qu'on dit à la relève? Pourquoi devenir CPA? Puis c'est quoi la valeur de ce titre-là? Oui. Souvent, je dis ça lorsqu'on est en classe. Je dis à la main levée, qui veut devenir CPA? Puis là, je les identifie. Pourquoi ils ne veulent pas? Pourquoi il y a tant de... pourquoi cet étudiant-là, il a beaucoup de potentiel, je le ressens. Pourquoi il ne dit pas qu'il va aller faire l'examen? Il est en sciences comptables. Pourquoi il ne dit pas qu'il va aller faire l'examen? Puis de ce que je remarque des fois, c'est qu'on dirait qu'ils sont comme impressionnés par la profession. Puis moi, à ça, je dis, non, soyez pas... Soyez... Vous êtes impressionné, intimidé? Oui, intimidé par la profession, par l'examen de CPA. Donc, moi, je dis à mes étudiants, non, on vous forme, vous allez voir, ça passe vite, hein? Vous êtes jeunes, ça passe vite. Les études passent rapidement. En un clin d'œil, vous allez avoir terminé votre bac. Et on vous soutient jusqu'à temps que vous réussissiez votre examen. Puis maintenant, les étudiants réussissent bien l'examen. Au Québec, ils réussissent très bien l'examen. Puis après ça, c'est un acquis à la vie. Donc, moi, je dis, allez-y. Moi, je veux dire, ça fait partie de... Tu sais, mettons, quand je vais prendre ma retraite, un jour, je ne veux pas prendre ma retraite. Je dis à mon mari, oublie ça, je n'apprends pas ma retraite. Mais quand je vais prendre ma retraite un jour, OK, je vais arrêter de travailler, mais je vais rester CPA. En fait, c'est moi, ça fait partie, c'est ma signature à moi, CPA. C'est drôle que tu dis ça parce qu'au Québec, on a 41 000 membres, puis on en a beaucoup qui sont retraités, mais qui ont le CPA tatoué sur le cœur. Puis même s'ils ont peu ou pas de revenus ou d'activités professionnelles, les gens gardent leur titre. Mais je pense qu'on a beaucoup... J'aimerais que tu m'aides à déconstruire le mythe que la technologie, ça va anéantir la profession. Si tu lis The Economist, puis là, ça dit la profession qui va être éliminée avec l'intelligence artificielle, la technologie, tout ça, c'est la profession de CPA. Moi, je suis une éternelle optimiste, puis je n'adhère pas à ça, mais as-tu quelques commentaires à nous faire là-dessus? Mais je pourrais pas imaginer, que l'intelligence artificielle puisse remplacer un comptable qui rentre dans une entreprise puis qui rencontre un entrepreneur affolé, inquiet, puis que le comptable, il parle. Avec le tout le jugement professionnel puis l'accompagnement professionnel. Moi aussi, je peux pas imaginer ça. Je peux pas imaginer l'intelligence artificielle comprendre les nuances dans la présentation d'un état financier, comprendre dans une planification fiscale face à un client, bien, comprendre que le client, lui, il est frileux face au risque d'une transaction. Comment on reflète ça dans la planification? Oui, et tu sais, un CPA... Qu'est-ce qui fait qu'un CPA, c'est un professionnel si précieux? C'est son jugement. C'est ça. C'est le jugement. Moi, avec mes étudiants, je suis en train de développer leur jugement, dire la théorie, les mathématiques, tout ça, c'est pas ça notre profession, c'est notre jugement, notre façon d'accompagner les gens, de les aider, de les comprendre, de les supporter, de les sécuriser, le côté humain, finalement, que l'intelligence artificielle ne peut pas, malheureusement ou heureusement, avoir. On vire de cap un petit peu pour parler de ton projet de radio dodo. J'ai eu aussi le bonheur d'aller faire des allocutions. C'est complètement différent de ce que tu fais dans le restant de ta vie. On est loin de la fiscalité, mais parle-nous-en un petit peu là, pour nos CPA et candidats qui ne connaissent pas ce projet-là. Bien, dans le fond, c'est moi, je suis moitié gaspésienne, moitié syrienne. Mon père, qui est décédé récemment, c'était de la ville... Son père venait de la ville d'Alep, d'où le nom Alepin. Et donc, quand fait la connexion. Et quand il y a eu la guerre en Syrie, je cherchais un moyen d'aider. Et je ne pouvais pas rentrer physiquement en Syrie. J'y serais allée, là. Moi, j'ai l'impression que personne ne peut nous... Donc, on ne pouvait pas rentrer en Syrie. Fait qu'il y avait une radio qui n'était pas loin, la radio Rosanna, qui, elle, les ondes radio traversaient la frontière. Ah oui, OK. Donc, je me suis dit...
c'est pas grave si on peut pas rentrer en série. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une entente avec Radio Rosanna. On va faire des émissions de radio ici au Québec, à Montréal. On va les envoyer à Radio Rosanna, puis elle va les diffuser dimanche soir. Donc, Radio Dodo, c'était une émission de radio pour endormir les enfants. Des jeunes enfants. Les jeunes enfants. Pas d'ados, d'adultes, là, des très jeunes enfants. Fait qu'on venait conter des histoires, on venait parler de... Tu te rappelles de ça? Je pense que tu... Oui, je suis venue plus qu'une fois, je pense. Donc, c'est ça. Fait que c'était ça l'idée, une radio qui traverse les frontières. Donc, là, évidemment, la guerre en série s'est atténuée. Fait qu'on a arrêté le projet. Mais on a accompagné vraiment pendant 3 ans et demi, presque 4 ans, les enfants de la série. On avait même été au Mali, accompagner aussi des enfants avec une radio. Ouais. Et donc, c'est ça. Mais là, tu sais, je me disais, peut-être que, avec la guerre en Ukraine, en Israël, peut-être qu'on devrait, tu sais, faire un autre volet de Radio Dodo pour aller aider les enfants là-bas parce que ça fonctionnait bien. Et la dernière saison, Geneviève, de Radio Dodo, c'est les enfants qui sont venus animer. Oh non! Oui, c'était les enfants. On était. Ouais. Des enfants de série? Il y avait eu un enfant, il y a eu une petite fille, Raph, qui était une petite Syrienne à Montréal, qui parlait aux enfants de la série en arabe. Donc, oui, c'était moi, j'ai animé, puis je me trouvais drôle de comprendre comment ça fonctionne une radio, tu sais, la CPA en arrière d'un micro de radio, puis interviewer. On va dire animatrice de radio, chroniqueuse, écrivaine, prix Gémeaux, consultante, on continue. Le dernier volet, c'est ton livre. Oui, on ne peut pas passer outre ton livre de l'alerte qui parle de fiscalité. C'est une héroïne, là, littéralement, de la fiscalité qui est CPA. Et évidemment, je pense qu'on t'en aurait voulu, ça n'avait pas été CPA. De où ça sort, cette idée-là? C'est venu de où la genèse d'écrire un livre de justice fiscale, sociale? Oui. Dans le fond, c'est que moi, tu sais, bon, j'ai écrit des essais, j'ai fait des chroniques, comme tu dis, j'ai fait, tu sais, 2 films, puis, tu sais, donc, je trouvais que, rendu où est-ce qu'on était rendu au niveau de la cause de la justice fiscale au niveau mondial, je trouvais que ça stagnait un peu comparativement à, mettons, au tout début, il y a 20 ans, où est-ce que, tu sais, on ralliait beaucoup de personnes à chaque année à cette cause-là. Je trouvais que ça stagnait un petit peu. Fait que je me suis dit, avec un roman, on pourrait aller parler à des gens à qui on réussit pas à parler avec... Et ça fonctionne. Je reçois des emails, des courriels de personnes, tu sais, que je pense pas qu'ils auraient acheté un essai, mais ils ont lu un roman. Donc, aussi, ce que je voulais beaucoup, OK, c'est qu'il y a des réalités dans notre profession que sont difficiles à exprimer avec de la théorie. C'est pas beaucoup connu, ça. C'est pas beaucoup. Les gens, des fois, sont intimidés à notre point tantôt de dire « Mais qu'est-ce que ça fait vraiment un CPA? » Fait que c'était un peu pour ça que je t'ai interrompu. Non, exactement. Tu l'as très bien dit. C'était pour réussir à amener les gens dans notre univers, à leur faire comprendre... en supplément de peut-être un essai, un documentaire, à leur faire comprendre c'est quoi les grandes planifications fiscales internationales. Qu'est-ce que ça a l'air dire? De quoi de l'injustice fiscale? Ça a l'air de quoi un fiscaliste dans sa job? Ça a l'air de quoi un CPA? Donc, réellement rentrer dans notre univers. On est obligé de le faire avec de la fiction parce qu'avec notre secret professionnel, on ne peut pas raconter nos histoires. Bien sûr. Donc, la fiction, c'était un outil vraiment précieux pour raconter notre vie. Fait que là, la question, c'est est-ce que l'héroïne, c'est toi? Est-ce que c'est ton alter ego dans le livre? Parce que les gens ont toutes sortes de spéculations là-dessus. Tu t'es inspiré de ton propre parcours, j'imagine, pour y donner vie un peu. Oui. Oui, je me suis inspirée de... Bien, moi, c'était mon premier roman. Ça nous ressemble pas... Tu sais, ça nous ressemble pas... Moi, ça me ressemblait pas de nature d'écrire un roman. Tu sais, comme fiscaliste, c'est les faits... les faits, les chiffres. Les chiffres. Pas beaucoup d'imagination. Le moins possible, en tout cas. Donc, d'écrire un roman, c'était vraiment... Ça me demandait un effort incroyable. Fait que... de m'inspirer de ma propre psychologie,
Ouais. Ça faisait en sorte que je prenais moins de risques en rapport avec mon personnage principal. Je me disais, ben, en tout cas, tu sais, je suis réelle, là. Fait que si la psychologie du personnage s'inspire un peu de moi, ça devrait être quelque chose de réel. Mais c'est pas exactement moi, là, parce qu'elle est alcoolique. Moi, je suis pas. Ah, c'est vrai. Une chance. Mais c'est inspiré un peu de ma vie. Tu sais, son mari, c'est un pilote d'avion qui s'appelle Ray, puis mon mari s'appelle Régnier, puis c'est un pilote d'avion. Ah, oui, Donc, il y a des petits côtés qui son fils est mère d'un monoparental, ben, en tout cas d'un garçon, puis moi, c'était un peu la même chose, une partie de ma vie. Donc, mais Cécile Larrivée... Tu t'en es inspirée. Oui. Puis c'est une CPA, Ben oui, bien sûr. etc. Puis Cécile Larrivée, c'est le nom de ma mère, pour rendre honneur à ma mère. Bon, fait qu'on va faire taire les rumeurs, vous avez la vraie histoire. Un film avec l'alerte, peut-être? J'aimerais bien ça. Avis à ceux qui sont connectés dans le milieu cinématographique. Oui, là. c'est ça. Il y a plus, ouais. C'est d'ailleurs, ça l'exprime bien. La première personne qui me dit je verrai un film, c'est Julie Peloquin, c'est vrai. de la profession, de chez vous, de l'ordre. Oui, hein? Donc, c'est ça le support. C'est un bel exemple pour démontrer comment que l'ordre, comment que mon ordre à moi me supporte à chaque étape. Et pas juste moi, j'ai plein de collègues aussi qui disent à quel point l'ordre, ça devient comme un atout dans leur vie. Bien, en tout cas, on s'efforce de le faire parce qu'on est toutes... J'ai le grand privilège de diriger une équipe qui est très, très, très passionnée par cette profession. On a une période de questions, mais avant la période de questions, un mot de la fin, peut-être... Prochain projet, on en a parlé, mais si c'était à refaire, est-ce que tu referais le même parcours? Un petit mot là, pour terminer notre entrevue. Oui, si c'était à refaire, c'est tellement une question importante. Puis je le dis aussi souvent à mes collègues. Si c'était à mes collègues puis à mes étudiants, si c'était à refaire, je choisirais la profession de CPA. Je ne peux pas m'imaginer autrement. J'ai été acceptée pour faire des études de droit. J'ai été acceptée, c'est ça. Peut-être chanteuse, là, quand je vois... mais non, je referais, 100 000 à l'heure. Puis qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de notre entrevue d'aujourd'hui, de ta cause, de ta personnalité, de tes compétences, de ton parcours, je vais le dire comme ça, très atypique, là, tu sais? J'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Vas-y, on a le temps. Bien, je trouve que il faut avoir confiance dans nos différences. Je trouve que... Boldly go where no man has gone before, comme on dit dans Star Trek. Oui, exactement. Il faut avoir confiance. Tu sais, par exemple, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ont un projet différent en tête ou qui se disent, tu sais, peut-être que je serais pas capable. Peut-être que c'est quelque chose qui excède mes capacités. Peut-être que ça me ressemble pas, moi, comme CPA. Ou comment va recevoir ma firme ou l'ordre si je fais telle chose. Tes initiatives. Fais-le avec le cœur. Ouais. Puis, je veux dire, en toute honnêteté, il faut faire des choses en toute honnêteté, avec le cœur, prendre son courage. Puis, tu sais, on a juste une vie à vivre, hein? Puis on aura toujours notre CPA sur lequel on aura toujours notre CPA. À moins qu'on se mette dans le pétrin puis que la syndic parte après nous. Bien, merci. Brigitte, merci on a le beaucoup. temps. C'est toujours un plaisir de discuter. Puis on a le temps pour avoir des questions. Alors, à l'écran, messieurs, dames, là, vous allez m'excuser, les yeux, mon équipe est habituée. Là, les spots en studio, ça me fait... donc, une question ici de Mme Danielle Routier. Croyez-vous que vous et nous allons y arriver à faire justice au niveau de la fiscalité internationale afin que tous paient leurs impôts de façon équitable? C'est une question à 1 million, mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu sens que les choses avancent là-dessus? Sens-tu que ça... Moi, je le sens qu'on en parle, mais est-ce que ça se transforme en politique, procédure, loi? Fait que j'aimerais ça t'entendre sur le sujet. Bien... Puis, messieurs, dames, avant que Brigitte réponde, on a du temps pour vos questions, alors n'hésitez pas. C'est une très, très bonne question. Puis je pense que avec l'expérience que j'ai avec le livre La crise fiscale qui vient, les films, puis Tax Coop, je pense que je suis bien placée pour y répondre, si je peux me permettre de dire.
Bon, lorsque j'ai écrit le livre « La crise fiscale, c'est riche qui ne paie pas d'impôts », mon premier livre, il y a 20 ans, j'ai écrit des choses dans le livre, puis j'ai fait des... Le contexte qui existait à cette époque-là, Ouais. OK, à ce moment précis-là, j'aurais jamais pensé qu'on serait là aujourd'hui. Jamais, jamais, jamais. Ah ouais, tu trouves que ça a vraiment beaucoup évolué? Oui, Ah puis ouais. toutes les discussions que j'ai eues au niveau professionnel, au niveau politique, à cette époque-là et les années qui ont suivi, j'aurais jamais pensé ça. Par la suite, quand j'ai écrit le livre « La crise fiscale qui vient », qui a inspiré le film « Le prix à payer », et lorsqu'on a fait les conférences Tax Coop, on parlait, par exemple, d'impôt minimum mondial pour s'assurer que les multinationales paient leur juste part d'impôt. On était vus comme des hurluberlus. Même, dans une entrevue publique, on me même, parce que je l'ai écrit en 2011 dans le livre La crise fiscale qui vient, l'idée d'un impôt minimum mondial. Puis dans une entrevue, on me disait, ben, vous pensez pas que c'est un peu utopique? Rêvez-vous en couleur. Rêvez-vous en couleur. Tu sors de où, toi? Là? Et en ce moment, c'est là. Ça rentre en vigueur en 2024. Donc, je pense que, oui, il y a beaucoup de choses qui avancent. On y arrive vraiment à... L'impossible devient possible au niveau de la justice fiscale. Donc, réellement. Mais je pense aussi que tant qu'il y aura de la fiscalité, il y aura des injustices fiscales. Parce qu'on trouve toujours moyen de la contourner. Oui, parce que ça fait partie de la fiscalité d'essayer de la contourner. Donc, mais ça va atteindre des sommets tellement inégalés au niveau de la fiscalité internationale avec la mondialisation. C'était tellement devenu grave qu'il fallait vraiment attaquer ça de front. J'ai l'impression que le balancier revient. Oui, le balancier revient tranquillement, oui. Bon, bien, on a plein d'autres questions. José Boucher, qu'on connaît bien de chez nous. Comment voyez-vous l'utilité de l'intelligence artificielle dans la fiscalité? On voit en Europe l'utilisation par les gouvernements de ces nouveaux outils pour faire de la recherche, pour découvrir des fraudes. Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui s'en vient ici au Canada? C'est sûr que, je vais parler au niveau de l'administration fiscale. C'est sûr que c'est très utile au niveau de l'administration fiscale. C'est sûr. Donc, je pense qu'il y a des aspects dans notre profession qui sont un petit peu plus ennuyantes qu'on va pouvoir dire aux robots, fais-les donc, toi. Oui, la job plate. Je pense que la partie, mettons, un petit peu plus plate, mettons, de notre profession. Oui, c'est ça. Je pense qu'elle vient nous supporter, puis elle vient faire en sorte qu'en bout de ligne, ça vient embellir l'exercice de notre profession. Je suis d'accord avec ça. Donc, tu le vois, toi aussi. Oui, moi, je trouve que tout ce qui est les outils technologiques, ça fait juste, c'est ça, enlever la job plate, puis ça devient des outils. Puis qui peuvent nous donner plus de pouvoir, moi, je pense. Oui. Au lieu de faire de la vérif, je prends tout le temps cet exemple-là, au lieu de faire de la vérif d'un échantillon, bien, tu vas faire la vérif de quelque chose au complet, puis ça te permet de découvrir des choses. Fait que peut-être au point de José tantôt pour découvrir de la fraude, est-ce que tu penses que ça pourrait être une des utilités de ces outils-là? Bien, je pense que ça l'est déjà utilisé. Donc, oui, je pense qu'il y a l'utilisation d'intelligence artificielle. Elle est en ce moment même mise en place au niveau des administrations fiscales, bien sûr. Et il ne faut juste pas tomber dans, je vais dire, la mauvaise utilisation. Et peut-être que ça fait partie de notre job d'éducation de nos clients. Absolument. De leur dire les limites de l'intelligence artificielle dans l'exercice de notre profession. Super. Une autre très bonne question qui me tient particulièrement à cœur, Mme Desormeaux, qui pose la question suivante. Que pensez-vous de l'expression « vision comptable » utilisée abondamment dans les médias et de façon négative, souvent envers nos politiciens actuels, qui donne l'impression qu'il peut avoir aucune nuance, aucune créativité. Tu sais, on dit tout le temps, le gouvernement, j'imagine, c'est ce à quoi Mme Desormeaux fait référence, c'est un gouvernement de comptables. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est ordinaire, hein? Comme si c'était négatif être comptable. Oui, mais des fois, je dis les mononcles. C'est peut-être pas correct de parler comme ça, mais c'est des vieilles idées. C'est des vieilles idées du temps. On colle encore à la vision stéréotypique peut-être de ce qu'est un CPA. Oui.
Je pense que les plus jeunes ne pensent plus comme ça. Je pense que les plus jeunes qui la relèvent dans notre profession, je pense que eux se voient pas comme ça, puis entre eux, ils se considèrent pas comme ça. Je les vois, les jeunes, là, puis ils sont comme... Tu sais, je veux dire, ils sont créatifs, ils sont fonceurs, ils sont entrepreneurs, très entrepreneurs. Ouais. Puis entrepreneur, c'est pas juste un mot, hein? Oui, c'est un état. C'est tout un état d'esprit, justement, tu dis tellement bien. Ça paraît que ton mari, c'est un... Oui, mon mari qui a fait ça. Madame Desormeaux, si tu me permets, je vais répondre aussi. Oui. De l'ordre, Madame Desormeaux, je peux vous dire qu'on a déjà appelé des journalistes, je vous dis comme ça, pour leur dire que de faire référence à la profession comme ça, c'est assez ordinaire, merci. Moi, personnellement, ça me rentre dedans à chaque fois. Là, fait que quand ça a dépassé je vais dire, le gros bon sens, là, quand ça a été relayé dans les médias, on a passé quelques coups d'appel, quelques appels. Fait que je vous rassure, c'est quelque chose qu'on voit passer à l'ordre. Ça me surprend pas. J'ai une équipe là, qui a des yeux là-dessus. Ouais. Il y a M. Lapointe qui pose une question. Est-ce que des grandes compagnies au Canada, ils nomment ArcelorMittal, mais ça pourrait être une autre, croyez-vous qu'elles payent aujourd'hui ces justes parts d'impôts, ces grandes sociétés? Oh, mais je veux pas... Je n'ai pas entendu le nom que tu as nommé, là, donc je ne connais pas la fiscalité de cette société-là, mais non, pas nécessairement. Donc... il reste du chemin à faire. Il reste du chemin à faire. La fiscalité permet encore à des grandes sociétés, avec différentes stratégies, d'abaisser beaucoup leur fardeau fiscal. Il y a des grandes sociétés qui payent, plusieurs qui payent dans les faits moins d'impôts que les PME, ce qui est un énorme problème parce que ça nuit à la concurrence. Surtout que le Québec et le Canada sont des territoires de PME. Et 97 donc, l'inéquité, elle est là. Oui. Donc, ça nuit à leur concurrence, puis ça nuit aussi à l'espoir de devenir une grande société un jour. T'sais. Donc, une PME qui paye plus d'impôts qu'une multinationale, c'est difficile pour cette PME-là d'avoir l'espoir de devenir une grande société un jour. Et si nos entrepreneurs ont pu cet espoir-là, ça devient, c'est comme si on leur handicape un volet de leur cerveau d'entrepreneur. Donc, je trouve que c'est vraiment important. Moi, j'ai fait une étude à l'époque qui s'appelait PME un jour, PME toujours, avec des collègues de l'époque. Et c'est important de s'assurer que la fiscalité ne permette pas à des multinationales d'abaisser leur taux d'imposition à un niveau tellement peu élevé que le fardeau fiscal corporatif retombe sur des sociétés plus petites, donc les PME. Bien, je pense que pour notre dernière question, c'est un très bon début. Il y a M. Guertin qui pose, Brigitte, est-ce que tu crois que nos gouvernements sont et agiront pour une justice fiscale ainsi qu'un système humanitaire plus égalitaire? Fait que je pense ici qu'on parle de... On en parle, c'est discuté, t'écris, il y a des films, mais est-ce que ça va se transformer en politique fiscale? Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est une excellente question, je trouve. Oui. Donc, la ministre... puis moi, je ne suis pas politique du tout, là. Je vais parler de la ministre, mais c'est pas parce que je veux... C'est pas ta meilleure amie, là. Ben non, mais je veux dire, c'est pas... Je la connais pas personnellement. Je suis pas sa PR. Oui, je comprends. Donc, mais la ministre des Finances du Canada, vraiment, elle abonde au niveau de la politique fiscale internationale, de la justice fiscale internationale. Elle a adhéré à la réforme fiscale de l'OCDE. Elle veut mettre en place l'impôt minimum mondial, la taxe sur les services numériques. On parle de... Je me croise les doigts que ça va être dans le prochain budget, Madame la ministre. J'achète souvent sa personne aux relations publiques. J'y écris. Là, je m'en vais faire une entrevue. Là. Je peux-tu dire là, quand ça va être dans le prochain budget? J'essaie de mettre de la pression comme ça. Mais oui, j'ai confiance. Mais, tu sais, dans le fond, les politiciens, ils nous écoutent. J'espère. Donc, ça retombe à... Oui, c'est ça. Ouais. Donc, si on parle très fort, ils vont nous écouter. Donc...
j'ai bien espoir. Je vois les choses, comment ils évoluent, j'ai espoir. Mais je sais toujours que c'est un combat qui va rester un combat parce que tant qu'il y aura de l'impôt, il y aura des gens qui essaieront de la contourner. La contourner. Bien, écoutez, c'est le mot de la fin. Merci, Brigitte. C'est vraiment un plaisir de discuter avec toi. Je vous avais dit, messieurs, dames, que c'était une femme fantastique. Et là, j'ai le plaisir de vous annoncer qui a gagné le prix. Ça me prendrait, je ne sais pas, un rouleau de tambour, quelque chose, de la copie que tu auras le plaisir d'authentifier. Alors, c'est Mme Catherine Millette. Donc, Catherine, félicitations. L'équipe trouvera façon Mais je pense que je la connais. Catherine, c'est la Catherine que je connais de Amiette Julina. Je suis bien contente, Catherine. J'irai te le signer. Mais là, ça fait organiser avec le gars des vues, là, mais c'était pas organisé. Mais peut-être qu'il n'y en a pas juste une, Catherine Millette. Bon, peut-être. Alors, écoutez, merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci encore à nos partenaires qui sont toujours au poste, comme je dis, Vigilis, Décimal, Desjardins et la personnelle. Au revoir tout le monde, à la prochaine. Yes!